Je m'appelle Anna, j'ai 10 ans et je vis avec mes parents et mes frères. À 6 heures du matin, je me lève pour préparer le petit déjeuner et j'accompagne mon père à travailler. À mon retour, j'aide ma mère à pendre le linge et à baigner mes frères. Avant la pandémie, j'allais à l'école tous les jours. J'adorais dessiner et je rêvais d'être architecte en grandissant. Ma maîtresse me lisait beaucoup de contes et à l'école, je mangeais, mais surtout je jouais et je m'amusais avec mes amis. Mais en mars 2020, ma vie a changé. Les portes de l'école se sont fermées et je n'ai plus revu mes copains de classe. Les cours virtuels ont commencé, ainsi que les devoirs à distance, mais à la maison, on n'avait ni Internet, ni ordinateur, ni un espace pour suivre des études. Ma mère n'a plus travaillé pour pouvoir prendre soin de nous. Je voudrais revenir à l'école pour revoir mes copains de classe et avoir un meilleur futur pour moi, pour ma famille et pour mon pays. Récupérer le temps perdu et assurer l'apprentissage est une priorité de tous. Mon éducation, notre futur. L'histoire d'Anna représente celle de millions de garçons et de fillettes de notre région. Ainsi, nous inaugurons ce forum pour vous présenter l'engagement pour le rétablissement de l'éducation. Bonjour et bienvenue. Il s'agit d'un engagement politique et financier promu par la Banque mondiale avec UNESCO, l'UNICEF et le dialogue interaméricain. Son but est d'aborder de manière urgente et ferme la plus grande crise éducative dans l'histoire de la région. Pendant la pandémie, des millions d'étudiants latino-américains ont souffert l'un des fermetures d'écoles les plus prolongées au long. Cela a eu des conséquences graves pour leur apprentissage et leur futur. Les écoles ont rouvert leurs portes, mais la crise continue, entre autres en raison de l'abandon scolaire. Dans ce forum, nous entendrons les témoignages et les attentes des étudiants, de leurs familles, de leurs enseignants. Face au retour aux cours en présentiel, n'analyse les réponses d'un panel d'experts qui nous expliqueront comment nous en sortir de cette crise. Et puis, nous aborderons 4 points pour le rétablissement de l'éducation avec un appel à leur mise en œuvre urgent et exhaustif. Pour conclure, nous entendrons les mandataires de la région et leur soutien vers l'éducation de nos jeunes et de nos enfants. Je suis Josefina Townsend, journaliste péruvienne, et je vous accompagnerai à travers l'animation de ce forum qui se transmet sur les réseaux sociaux de la Banque mondiale, d'UNICEF, de l'UNESCO et du dialogue interaméricain. Nous aurons tout de même le service d'interprétation en anglais, français, portugais et espagnol. Nous vous encourageons à faire partie de la conversation à travers les comptes Twitter des organisations hôtes. Le hashtag de cette rencontre est « Mon éducation, notre futur ». Pour pouvoir passer aux interventions de ce forum, je vais céder la parole à Claudia Uribe, directrice régionale d'Amérique latine et des Caraïbes, au nom de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO. Claudia parlera au nom des 4 organisations qui promeuvent l'engagement pour le rétablissement de l'éducation. Claudia, bonjour, allez-y. Bonjour. Au nom de la Banque mondiale, du dialogue interaméricain, de l'UNESCO et de l'UNICEF, j'ai le plaisir d'annoncer aujourd'hui notre alliance et notre engagement envers le rattrapage éducatif en Amérique latine et dans les Caraïbes. Nous appelons et nous invitons tous les gouvernements et toute la société à s'y joindre. La pandémie de Covid-19 a généré la plus grande crise éducative dont on ait souvenir avec d'énormes répercussions pour notre région. Même avant la pandémie, on traînait déjà avec une dette éducative de longue durée. La fermeture totale ou partielle des écoles a duré presque 2 cycles scolaires complets. Et cela a eu un effet direct sur près de 170 millions de garçons, de fillettes et de jeunes. Malgré les grands efforts des États pour pouvoir offrir des alternatives éducatives en distanciel, leur portée était très inégale et très limitée, en raison des grands défis que la région a toujours en matière de connectivité, de pauvreté multidimensionnelle et d'autres conditions sociales et des vulnérabilités qui touchent un grand pourcentage de la population. L'évidence que nous accumulons au sein de nos organisations montre déjà sans équivoque un approfondissement des fossés éducatifs préexistants.
On voit un retour en arrière considérable et généralisé en matière d'apprentissage et un empirement au niveau de différentes dimensions du bien-être socio-émotionnel et de la santé des étudiants. La perte d'apprentissage et l'augmentation de l'abandon scolaire compromettent l'avenir de la région. Face à ce scénario critique, aujourd'hui, nous appelons de manière urgente tous les gouvernements et toute la société à pouvoir acheminer et renforcer les efforts et les ressources destinés au rattrapage et à l'amélioration de l'éducation, à travers un engagement pour mettre en œuvre les actions nécessaires pour éviter l'abandon scolaire et récupérer l'apprentissage de tous les élèves. Nous appelons à ce que ces engagements soient guidés par des critères d'équité et de justice, que l'on fasse en sorte que les groupes les plus touchés et ceux qui ont des conditions de vulnérabilité ou d'exclusion deviennent la priorité. Engageons-nous envers le rattrapage éducatif. Prenons toutes les mesures nécessaires pour pouvoir avancer dans ce sens et contribuons chacun depuis son domaine d'action à cet objectif. L'UNESCO, l'UNICEF, la Banque mondiale et le dialogue interaméricain mettent à disposition leurs ressources, leurs connaissances et leurs volontés. Merci. Merci beaucoup, Claudia. Nous allons maintenant entendre les voix des personnes ayant été les plus touchées par les effets de la pandémie au niveau de l'éducation. Avant la pandémie, les pays d'Amérique latine et des Caraïbes connaissaient déjà une crise éducative. Seul un tiers des étudiants avaient les compétences minimes au bout de son école primaire. En outre, approximativement 10,5 millions n'étaient pas scolarisés. Avec l'arrivée de Covid-19, l'apprentissage est devenu un défi. Eh bien, le premier jour après que l'on ait déclaré l'existence d'une pandémie, c'était un coup de plein fouet pour le système éducatif. Avec la pandémie, on a eu des cours virtuels. Et à la maison, on n'avait pas de signal et on n'avait pas d'argent pour prendre un service Internet pour que je puisse étudier. Ça me fait mal au cœur de les voir à la maison, assis, sans pouvoir aller à l'école. C'était vraiment compliqué. On a dû acheter des dispositifs qu'on n'avait pas à la maison pour qu'ils puissent également se connecter. Pendant les cours virtuels, si on avait un doute et que le professeur ne nous voyait pas ou ne nous entendait pas, eh bien, on ne pouvait pas poser la question. Après, j'ai commencé à en souffrir et c'est devenu un enfer. Malgré les efforts des autorités comme des enseignants, les étudiants ont perdu en moyenne 1 an et demi d'apprentissage. Chers étudiants, j'apprends à la maison. Le niveau d'apprentissage est vraiment minime. On pourrait dire que ce sont les apprentissages rudimentaires, ceux qu'ils ont. Oui, du point de vue émotionnel également, mes enfants étaient stressés. Ils écoutaient la maîtresse et puis ils voyaient comment l'interpréter, comment le chercher, comment l'apprendre, bref. Avec la pandémie, on a vu un impact sur l'économie, donc on n'avait plus suffisamment de moyens pour que Margarita continue ses études. Au revoir, maman. Maintenant, la plupart des écoles ont rouvert leurs portes. Mais les problèmes d'apprentissage continuent. Pour que les enfants et les adolescents reviennent à l'école, les enseignants ont beaucoup dû travailler. En ce moment, nous travaillons pour faire en sorte que les enfants s'adaptent encore une fois au présentiel. J'ai vu qu'il y avait des enfants qui ne se souvenaient plus des tables de multiplication, sachant qu'ils ont entre 14 et 18 ans. Donc l'éducation a pris un véritable retard dans ce sens. Après 2 ans, on commence à voir quelle était leur réaction.
Et ça a mis en lumière l'impact que ça a eu sur les enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui ont peur, qui sont introvertis et qui ont peu de possibilités d'interagir ensemble, aussi avec leurs collègues de classe. Moi, je veux reprendre mes études, c'est important. Il faut y donner sa juste valeur parce que c'est ce qui nous permet d'avancer. Des millions d'étudiants en Amérique latine et des Caraïbes pourraient abandonner le système scolaire. Récupérer le temps perdu et assurer l'apprentissage et le bien-être constituent des priorités pour tous. Mon éducation, notre futur. La plupart des écoles dans la région ont déjà ouvert leurs portes. Le défi est désormais de s'assurer que tous les étudiants reprennent leurs cours et de récupérer le temps perdu et l'apprentissage perdu. Pour analyser l'impact de cette crise et proposer des alternatives pour l'affronter, nous aurons un panel avec 3 experts. Ariel Tispain, directeur du programme de l'éducation du dialogue interaméricain, sera l'animateur de cette discussion. Je vais maintenant céder la parole à Ariel. À vous. J'ai le plaisir, le grand plaisir aujourd'hui de pouvoir parler avec 3 experts en éducation de la région et nous allons parler de l'impact de la pandémie sur le système éducatif et sur l'éducation des jeunes et des enfants. Donc, je vous présente Emanuela Di Gropeo, responsable de l'éducation pour l'Amérique latine et Caraïbes, Carlos Enriquez, coordinateur du laboratoire d'Amérique latine et de la qualité éducative de l'UNESCO, et Italo Dutra, qui est donc le conseiller d'UNICEF pour l'Amérique latine. Nous avons donc un groupe d'intervenants de luxe pour discuter ces thèmes qui sont d'une grande importance. Et peut-être que pour commencer, il faudrait essayer de comprendre quels ont été les résultats de la fermeture des écoles pendant tant de mois, puisque l'Amérique latine a été la région du monde où la fermeture des écoles a été la plus longue. Quel a été donc l'effet que cela a eu sur la trajectoire éducative et l'apprentissage des élèves? Carlos, peut-être vous pouvez nous donner votre vision sur cela? Merci beaucoup, Ariel, pour cette invitation. Je vais essayer de vous parler de la vision de l'UNESCO et de notre laboratoire. Je dirais que les bases dans notre région avant la pandémie étaient déjà de qualité moyenne. Lors de la dernière étude de grande échelle que nous avons fait avant la pandémie, on a constaté que les étudiants apprenaient peu et avec certaines exceptions, il n'y avait pas d'évolution entre l'année 2013 et l'année 2019 au niveau de la qualité de l'apprentissage. Et la pandémie représente quelque chose de très complexe pour le bien-être des étudiants et pour leur apprentissage. Mais 4 enfants sur 10 ont des résultats inférieurs en primaire. Et cela veut dire qu'ils ne peuvent pas identifier un texte, une information dans un texte, quelque chose de simple dans un paragraphe quand on leur demande à ces enfants d'identifier cette information. Et en mathématiques, c'est la même chose. Un enfant sur 2 a des résultats bas. Et il ne parvient pas à comprendre les chiffres et il n'arrive pas à passer de 9 999, faire des exercices de base pour aller faire des courses, faire des additions et des soustractions. Donc, ce sont des exercices que nos étudiants ne sont pas capables de faire. C'est pour ça que cette étude ajoutée à celle que d'autres institutions faites sur l'impact de la pandémie, on se rend compte que cela est très important et que cela demande une alliance pour la récupération et pour l'apprentissage des étudiants, pour lutter contre les inégalités et parce qu'il y a un groupe qui représente un peu plus de 50% des élèves qui sont à la traîne, qui sont en retard. Et cela demande un soutien spécifique fourni aux étudiants et aux professeurs
pour pouvoir lutter contre ce manque d'opportunités, pour l'engagement, pour pouvoir accomplir l'engagement 2030. Et dernière donnée, l'assistance scolaire avant la pandémie, on avait beaucoup plus d'élèves et maintenant, on a beaucoup plus d'élèves qui redoublent et on constate que les élèves apprennent moins et ce type d'instrument d'analyse nous permet de regarder quel était le niveau d'apprentissage des étudiants auparavant et qu'est-ce qu'il est aujourd'hui. Emanuela, est-ce que vous voulez nous donner votre opinion? Merci, merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi d'être ici, de pouvoir partager avec vous certaines préoccupations, certains résultats concernant les études sur l'impact de la pandémie sur le secteur de l'éducation dans la région. Je voudrais aussi profiter de cette occasion qui m'est donnée pour vous dire que de fait, la Banque mondiale, UNICEF vont présenter une nouvelle étude conjointe dans 2-3 semaines qui va détailler de plus près cet impact spécifique et grave que la pandémie a eu dans le secteur. Donc, je vais utiliser ces 2 minutes qui me sont octroyées pour vous présenter quelques points préliminaires. Il y a d'abord de nombreuses préoccupations concernant l'impact de cette pandémie. 3 principaux points. D'abord, les écoles, pendant qu'elles étaient fermées, ce que l'on a constaté, c'est que l'accès et la qualité de l'éducation à distance, de l'éducation à distance en mode virtuel a été vraiment problématique dans la région, surtout dans certains pays et surtout dans certains groupes de la population. Deuxième point, cela a donné lieu à une baisse de l'assistance des élèves pendant que les écoles étaient fermées, avec des élèves qui se sont directement déconnectés de l'école. Nous n'avons pas encore de données précises et actualisées sur ce qu'est le décrochage scolaire en lui-même, à savoir la proportion d'élèves qui ont directement abandonné l'école. Mais les données préliminaires que nous avons nous montrent que ce décrochage scolaire a beaucoup augmenté, surtout entre les 6 et 14 ans, mais surtout qu'il y a un risque d'abandon futur très fort chez les élèves après la pandémie. Et ce risque d'abandon est lié au troisième point que je vais vous présenter maintenant, à savoir la perte des apprentissages. Et là, Carlos nous a déjà dit que l'Amérique latine traversait une crise de l'apprentissage déjà avant la pandémie. Donc, cette situation était déjà inquiétante. Maintenant, ce que l'on voit à travers ces données, c'est que vraiment l'apprentissage a empiré, le niveau d'apprentissage a empiré. Quand on regarde les années de scolarité corrigées par apprentissage, on voit qu'en fonction des pays, les élèves auraient perdu entre 1 et 1,8 années ajustées par apprentissage. Cela est vraiment beaucoup. On voit beaucoup quand on regarde les tests et c'est que Carlos a mentionné que en moyenne, on constate une réduction de plus de 6%, de plus de 45% pourcentuel. C'est un chiffre qui est important parce qu'il signifie que la proportion d'enfants qui vont à l'école primaire, qui ne pourront pas lire, comprendre un texte par rapport au niveau tel qu'il devrait être à leur âge, cela augmente. Et ce rapport va donner des chiffres détaillés sur ce problème-là. Donc, je dirais qu'à nouveau, nous sommes très inquiets par cette augmentation du déficit de l'apprentissage et cela, on le constate sur les données actuelles des pays. Quand on regarde certains pays et leurs évaluations, on voit déjà qu'on a entre 9 et 20% de réduction. Et cette réduction, cette baisse au niveau de l'apprentissage se constate encore plus dans les États les plus vulnérables. Et c'est une
préoccupation qui doit être prise en compte par tout le monde parce qu'il y a vraiment un grand potentiel pour que les inégalités continuent à augmenter. Je m'arrêterai ici sur ce diagnostic et si vous le souhaitez, nous pouvons continuer à parler de ces points-là. Merci Emmanuel. Pour compléter un peu ce panorama, nous allons maintenant, nous avons entendu parler des effets liés au bien-être socio-émotionnel des enfants et des élèves et de leurs enseignants. Est-ce que, Italo, vous pourriez nous parler de cette dimension qui, des fois, est un petit peu laissée de côté? Oui, bien sûr. Avant, je voudrais vous remercier de m'avoir invité. C'est un honneur d'être ici avec vous. Et je dirais que les données qui ont été présentées maintenant par Emanuela nous montre qu'il y a une série de questions ici d'inégalités qui affectent de différentes manières les enfants et les adolescents de notre région. Une question importante ici est que ces aspects liés à la pandémie dans le secteur éducatif ne sont pas des effets que l'on peut mesurer de manière immédiate. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a une série de questions et qui sont liées au pays. Les pays ont voulu maintenir le niveau d'inscription. Ils ont fait tout le travail nécessaire pour offrir certaines modalités d'éducation ou de formation à distance pour ces enfants. Mais ce que l'on sait, ce que Carlos a dit, c'est que avant la pandémie, on était déjà dans une situation d'inégalité dans notre région qui était terrible. Et avec la pandémie, on a commencé à travailler avec l'éducation à distance. Dans la plupart des pays, on a investi dans un système de transmission par télévision, par radio. On a utilisé WhatsApp. Ça a été vraiment une grande nouveauté dans cette situation, l'utilisation du WhatsApp. Mais on a oublié des questions présentielles, de l'interaction nécessaire avec les enfants et les petits-enfants surtout. Il y a des études, Manuela l'a mentionné, ce sont eux qui ont souffert le plus. Et cela entraîne, pour des questions de santé mentale, des conséquences qu'on n'a pas vraiment encore compris dans leur totalité. Actuellement, des cas de violence, par exemple, sont rapportés dans certains pays. Des cas, lorsque les écoles ouvrent, on a certains cas qui ont été dénoncés au niveau de violences internes contre les enfants, par exemple. Donc, on est face à cette problématique. L'école qui devrait accueillir les enfants est aussi insérée dans la société. Et par conséquent, on a des cas de faiblesse, de santé mentale, de violence qui sont rapportés dans notre région. Donc, c'est une préoccupation importante parce qu'en général, on n'est pas préparé pour ce type de choses et on n'est pas préparé, les directeurs, les instituteurs, le système éducatif n'est pas préparé pour travailler davantage en santé mentale au niveau du système éducatif. Et cela nous donne en plus davantage de travail pour les enseignants, ajouté à un retard, ajouté à les enfants qui souvent ont un décrochage scolaire et ne reviennent pas à l'école. On sait que c'est un problème aussi. On n'a pas de données mises à jour, mais on sait que c'est quelque chose qui a eu lieu il y a 2 ans. On se demande ce qui va se passer avec cela à moyen terme, mais c'est un problème. On le sait. Et en plus, on n'est pas prêt à affronter les questions liées à la pandémie et à la santé mentale des enfants, des adolescents, des violences contre l'enfance en général. Pour nous, c'est une préoccupation qui va au-delà du secteur du secteur éducatif. On a aussi le secteur de protection sociale qui a été très affecté, non seulement pour une question de fermeture de services, mais aussi parce que les budgets diminuent
Et il y a moins d'investissements dans le secteur de la protection sociale. C'est aussi donc une préoccupation. Parfait. Bien. Les pays qui ont déjà rouvert leur système éducatif cette année, on sait qu'on conclut, on arrive à certaines conclusions au quotidien, on en apprend beaucoup au quotidien, mais je voudrais poser une question à Carlos. Quelles sont les difficultés? Qu'est-ce que vous pourriez dire sur les difficultés liées à la réouverture? Je sais que vous avez des données par rapport à la période pré-pandémie, ce type de données. Oui, nous avons travaillé, nous avons affronté beaucoup de difficultés, comme le disait Emmanuela, et aussi Italo l'a dit, en termes de l'impact que ce que cela a pu avoir pour la famille, pour les étudiants au niveau de la structure, de la connexion technologique, du contact avec les étudiants, des ressources nécessaires pour pouvoir mettre en place cette connexion nécessaire avec les élèves pour savoir comment vont les élèves et leurs familles, pour leur fournir un soutien psychosocial si cela était nécessaire. Donc, tout cela était lié à ce besoin. Aujourd'hui, les systèmes éducatifs sont il y a une grande exigence d'après les données que l'on voit. Cela est lié à la cohabitation. Ici, les données le montrent. Cela est lié à la perte de relations, à la capacité de résoudre des problèmes. Il y a différentes choses qui requièrent un soutien. Et comme le disait Italo, les communautés scolaires ne sont pas prêtes et les étudiants, les maîtres, les instituteurs et la communauté dans son ensemble ont besoin de soutien. Il y a un besoin aussi pour mettre en place l'activation des apprentissages. Dans un même cours, on a des étudiants qui ont appris à lire, des élèves qui ont 6 mois de retard et des élèves qui ne se sont même pas rapprochés, n'ont même pas un niveau de base de la lecture. Donc, pour un instituteur dans la même classe, il a cette grande diversité, ce qui fait que cela demande une attention tout à fait spécifique pour que ce que cet instituteur fait entre aujourd'hui et la fin de l'année puisse avoir un impact. Donc, il faut voir où en sont les élèves dans leur apprentissage. Ensuite, cela est aussi lié à ce contact il y a avec l'école, avec l'assistance des élèves aux écoles, le décrochage scolaire. Tout cela ici sont des mécanismes d'alerte précoce pour aller rechercher ces élèves et les aider à traverser ces difficultés. Et puis finalement, on a avancé pendant la pandémie sur de nouvelles stratégies d'études, sur la connexion à distance et ne pas perdre ce qu'on a appris, ne pas revenir à une ancienne normalité. Il faut appliquer ces nouvelles pratiques pédagogiques qui ont été apprises pendant la pandémie, qui peuvent être utiles, et cela doit être ajouté à une infrastructure technologique qui nous permet de travailler aussi avec cela et qui va demander davantage d'efforts, davantage de soutien pour les centres éducatifs. Cela va demander davantage de travail au niveau des unités centrales, et qui sont il faut trouver un moyen de mettre l'étudiant, l'élève au centre de la salle de classe et de rediriger tous les soutiens dans cette direction. Je crois qu'au niveau de l'UNESCO, avec les données que nous ont fournies les pays, nous pensons qu'il y a un besoin impérieux de soutien de l'unité scolaire et cela demande une capacité, une formation, des financements, une ressource et une alliance pour que cette relation si complexe entre apprentissage et l'ensemble du bien-être de tous les acteurs, l'enfant, la famille et la communauté, demande une alliance supérieure pour que l'on ait ce soutien qui soit donné au niveau de l'école et que l'école devienne un centre de socialisation, de bien-être et surtout d'apprentissage, puisque c'est ce que nous voulons. Vous tous
avait mentionné en quelque sorte, par exemple, Italo, quelle est votre préoccupation à l'UNICEF avec le danger du décrochage scolaire, le manque d'assistance, le manque de participation qui peut résulter de tout ce processus? Comment est-ce que vous voyez ce sujet-là dans les différents pays? Ariel, ici, nous avons une situation, comme je viens de mentionner, nous avons une situation typique dans notre région. Nous avons une analyse de données qui ne nous permettent pas de voir ce qui s'est passé à cause d'une série de politiques. Mais avant la pandémie même, nous venions avec une tendance de réduction de la quantité d'enfants dans chaque école. C'était une diminution très lente quand même, mais il y avait une tendance de diminution pourtant. Ce qui se passe avec la pandémie, c'est que nous offrons des modalités alternatives d'assistance scolaire, l'éducation virtuelle, par exemple, comme on l'appelle ici dans la région. Cette assistance virtuelle n'arrive pas avec la même qualité à ceux qui sont les plus vulnérables, même avant la pandémie, et les inégalités se manifestent plus largement maintenant. Spécialement, et je reviens sur les données mentionnées par Emmanuela que nous allons partager dans quelques instants avec les enfants les plus jeunes. Qu'est-ce qui se passe avec un enfant qui était prêt à commencer avec son alphabétisation au début de la pandémie et puis on a reçu 2 ans d'enseignement virtuel? De façon empirique, c'est clair qu'il y a eu un impact assez important sur les apprentissages des enfants et des ados dans la région. Et cela, bien sûr, a eu un impact à court terme et à moyen terme aussi sur la question du délai scolaire, sur les apprentissages. Par exemple, lorsqu'un enfant a évolué de la 3e classe à la 5e classe, ils arrivent à la 5e classe sans savoir comment lire et écrire. Ici, nous parlons des questions d'alphabétisation parmi les enfants les plus petits, mais nous avons déjà plusieurs adolescents qui étaient aux premières années de l'école secondaire et qui n'avaient pas encore un processus d'alphabétisation complet. Cela entraîne une série de facteurs additionnels qui vont faire pression sur toute cette situation. Nous n'avons pas les données encore, mais nous avons une série de préoccupations et nous avons une série de preuves qui nous montrent que nous allons avoir peut-être une quantité d'enfants qui vont échouer à leurs examens vers la fin de l'année parce que nous croyons que l'échec scolaire est présent. Par exemple, bien sûr que l'échec scolaire n'est pas une stratégie d'apprentissage. Bien sûr que l'on ne peut pas approuver tous les enfants, même s'ils ne savent rien, parce que cela ne marche pas comme ça. Mais nous sommes dans une situation de beaucoup de pression qui est mise sur l'abandon scolaire, le décrochage, des données qui ne sont pas en mesure de bien mesurer ce qui va se passer. Mais bien sûr, la préoccupation est d'une réversion de la tendance de diminution des enfants hors l'école à cause des impacts économiques de la pandémie, à cause des effets sur l'apprentissage lors de la pandémie, la qualité de l'éducation virtuelle et les inégalités pour les enfants qui sont les plus vulnérables. Et évidemment, dans la région, nous avons une génération tout entière qui a raté une quantité énorme d'heures d'apprentissage, d'opportunités d'apprendre et et cela exige une action immédiate. En tant qu'urgence, nous ne pouvons pas revenir retourner à une normalité. Nous faisons face à une urgence en matière d'apprentissage. Les preuves qui sont disponibles nous montrent un impact très profond en matière de décrochage scolaire
échec scolaire, délai scolaire et la perte de l'apprentissage qui va affecter une génération tout entière, en fait. Et si on suit ce dernier point, Emmanuela, qu'est-ce que nous pouvons dire sur les effets à long terme, non seulement sur l'éducation, mais sur l'économie dans un pays, sur l'emploi, sur les niveaux de revenus, sur la productivité? Que dire en cette matière? Assurément, il faut avoir une préoccupation assez profonde de ce point de vue-là. Auparavant, nous avons dit que nous ne savons pas tous les impacts vers l'avenir. Nous avons quelques signes pour cela. Pour commencer, avant tout, évidemment, rater ces années ajustées par rapport pour l'apprentissage a une conséquence. Et ce que nous voyons, c'est que les jeunes, les enfants qui sont dans l'école en ce moment ratent plus de 10% de leurs revenus, perdent plus de 10% de revenus annuels au long de leur vie. Nous parlons d'un impact qui est de plus de 10% de leurs revenus annuels. C'est un impact assez remarquable qui nous montre que ici, l'insertion dans le marché du travail pour ces jeunes est en risque. Au-delà de tout cela, le manque d'apprentissage, la perte d'apprentissage, bien sûr que cela a un impact très profond sur la concurrence dans le marché du travail. Dans ce cas-là, il ne s'agit pas que du manque des connaissances de base, mais aussi dans d'autres domaines. Par exemple, la capacité de résoudre des problèmes, la capacité de communiquer, la capacité de leadership. Car ce que nous avons vu, c'est que la pandémie n'a pas eu seulement un impact sur les compétences de base, mais aussi les compétences que nous appelons transversales. C'est-à-dire que ces jeunes arrivent au marché du travail moins préparés. Cela va avoir ses conséquences en matière de chômage et en matière de productivité au long terme. J'aimerais aussi souligner la question des inéquités, puisque, encore une fois, l'accès à l'éducation à distance a été inférieur pour ceux qui sont les plus vulnérables. L'assistance a été davantage réduite lors de la fermeture des écoles pour les plus vulnérables. La réduction de l'apprentissage selon les simulations et les données d'autres pays nous montrent que les groupes les plus vulnérables ont été les plus affectés. La conséquence de tout cela, c'est que les plus vulnérables vont souffrir davantage tout au long de leur vie dans le marché du travail et au-delà de cela. Donc, nous devons attendre une augmentation des inéquités. Et celle-ci est une région où les inéquités sont déjà chroniques et assez profondes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Italo et Carlos ont déjà parlé, donc je vais me permettre d'ajouter quelques remarques de mon côté. Évidemment, nous avons parlé de la réouverture des écoles. Il y a des pays qui le font déjà. Il faut le faire et il faut que ce soit durable. Le retour à l'école, nous n'avons pas encore de données, mais c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup. Les enfants doivent revenir à l'école et nous devons mettre en place des politiques pour éviter le décrochage. Et nous avons parlé, par exemple, des différents systèmes, des campagnes d'information, une coordination avec le programme de protection sociale. Il faut faire de notre mieux pour que les enfants demeurent à l'école. Le troisième pilier et le troisième axe qui est absolument nécessaire pour éviter le décrochage scolaire, c'est bien sûr la récupération de l'apprentissage. Il ne faut pas perdre du temps. Nous ne savons pas comment les dire. Et il y a trois choses qui sont tout à fait fondamentales. Mesurer où en sont les enfants dans leur apprentissage. Par exemple, maintenant, lors de la réouverture des écoles, les pays ont l'opportunité de le faire avec des évaluations summatives et formatives. Il faut se focaliser aussi sur des matières, sur des sujets qui sont les sujets fondamentaux, par exemple la mathématique et les compétences
compétences transversales. On ne peut pas se reprendre, faire une reprise dans toutes les matières, mais il faut aussi implémenter des programmes, des stratégies pour la reprise de l'apprentissage à large échelle, à grande échelle, pour que les jeunes puissent accélérer leur apprentissage. Et la focalisation ici, c'est d'enseigner au bon niveau. Carlos avait dit qu'il y a des niveaux tout à fait différents dans le contexte de chaque salle de classe. Aujourd'hui, nous allons voir des inéquités approfondies et exacerbées et ce problème de manque d'apprentissage sera vu à grande échelle. Il nous faudra de concevoir des programmes pour enseigner au bon niveau. Je m'excuse d'avoir pris plus de temps, mais si on revient sur le sujet du marché du travail, les risques d'un impact à long terme sur les pays tout entiers en matière de productivité, de perte de revenus au niveau de tous les pays, des pays tout entiers, est quelque chose de très préoccupant. Il ne faut pas perdre du temps. Par souci de temps, je ne voudrais pas terminer dans une note trop négative. Je voudrais vous demander à chacun d'entre vous, est-ce qu'il y a eu une chose qui s'est passée lors de ces 2 ans qui vous donne un peu d'espoir, un peu d'optimisme, parce qu'il y a eu des choses positives qui se sont passées aussi. Donc, quelque chose en détail qui vous donne de l'espoir. Et Manuela, merci Ariel. Et je pense que c'est quelque chose de très important. Dans chaque crise, il y a plusieurs leçons à apprendre, en quelque sorte. Il y a plusieurs points, mais je voudrais mentionner un aspect. Par exemple, l'utilisation de la technologie, des données lors de la pandémie, lors de la fermeture d'école. Et je pense que, bien sûr, nous avons souligné les manques, les déficiences, mais cela nous donne des opportunités pour aller de l'avant. Et cela peut être très utile pour améliorer les services vers l'avenir. Il y a 3 choses. Nous avons l'occasion d'améliorer les systèmes d'information, les systèmes informatiques dans la région, le suivi des évaluations pour prendre des décisions de manière plus rapide, plus efficace. Nous avons l'occasion d'utiliser la technologie pour concevoir des systèmes d'apprentissage au bon niveau dont je viens de parler. Et nous avons aussi l'occasion de continuer à utiliser ces systèmes d'éducation à distance ou bien hybride pour atteindre les populations les plus éloignées et pour augmenter la qualité de l'éducation. Nous avons des opportunités, les opportunités sont là et nous devons en profiter pour un avenir meilleur. Italo, une chose qui vous a donné de l'espoir. Je pense que plusieurs détails ont été déjà mentionnés par Emmanuela, mais je voudrais dire que nous vivons dans une région qui n'est pas encore très habituée à l'utilisation des données pour prendre des décisions. Je crois que nous avons commencé à améliorer le suivi des données lors de la pandémie au niveau national, au niveau sous-national aussi. Nous avons encore besoin de faire un saut vers le niveau suivant. Une chose qui me donne de l'espoir lors de cette démarche, c'est de voir que nous avons des solutions novatrices pour l'éducation mode urgence. Je voudrais souligner cela. Comme Emmanuela vient de dire, nous ne pouvons pas continuer à attendre. Nous sommes déjà dans les délais pour les décisions à grande échelle pour la reprise de l'apprentissage. Et nous avons des solutions au niveau local. Il faut donner la visibilité nécessaire. Il faut octroyer les fonds et l'urgence. Il faut mettre l'accent sur l'urgence qui est typique de cette situation pour que le gouvernement, la société, les systèmes éducatifs prennent les décisions nécessaires. Mais il y a des décisions, des solutions qui sont disponibles. Par exemple, les solutions pour mettre les élèves au même niveau et des solutions pour reprendre l'apprentissage. Ce sont des choses qui prennent leur temps. Évidemment, il y a des élèves qui ont quitté l'école. Nous avons des niveaux
très bas de terminaison de l'école secondaire et nous avons des modalités ou des modes flexibles et alternatifs qui ont été créés lors de la pandémie et qui peuvent être utilisés pour tirer profit des leçons apprises et pour aller vers la reprise de l'apprentissage qui est vraiment urgente. Nous avons les moyens pour le faire. Nous avons l'intelligence, la capacité nécessaire dans la région pour ainsi le faire, mais il faut donner de la visibilité. Carlos, même question pour vous. Face à tant de complexité, je pense que les nouvelles sont des nouvelles d'espoir de la part des centres scolaires. Je pense que les enseignants, la collaboration, l'autonomie, la professionnalisation, le fait de ne considérer pas tellement la note, l'apprentissage, c'est quelque chose de très important pour se centrer sur les apprentissages, pour donner un soutien spécifique et adéquat pour chaque enfant. C'est quelque chose qui mettre un défi pour nous, mais c'est quelque chose qui va aider les enfants de bouger de manière efficace et compétente. Et maintenant, la capacité socio-émotionnelle comme partie clé pour l'éducation de chaque enfant. Et bien sûr, il faut que les enfants apprennent de la mathématique parce que ça là fait partie du développement intégral. Mais les étudiants qui se respectent les uns les autres, qui ont du contrôle, qui persévèrent, c'est ça la bonne nouvelle. Il faut prioriser les apprentissages face à la quantité des contenus, mais il faut aussi prioriser d'autres choses aussi. Donc, je pense qu'il y a des nouvelles qui nous donnent de l'espoir et j'espère que l'on va pouvoir avancer vers cela. Bien, je vous remercie beaucoup tous les trois. C'est dommage que nous n'ayons pas davantage de temps pour continuer à converser. Nous allons bientôt présenter le rapport dont nous parlait Emmanuel et cette conversation pourra donc continuer. Et jusqu'à ce que cela puisse être organisé, je vous salue. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup Ariel et merci aux distingués membres de ce panel. Avant de présenter l'engagement pour le rétablissement de l'apprentissage, nous allons voir quel est le regard vers l'avenir des enfants et des jeunes d'Amérique latine et des Caraïbes par rapport à l'éducation. Le moment est venu de prendre des mesures urgentes pour pouvoir mettre un terme à la crise historique de l'éducation en Amérique latine et dans les Caraïbes. Après 2 ans de pandémie, je suis fière d'avoir repris les cours ici à l'école. L'école, en ce moment, est une partie fondamentale de qui je suis. Je veux recevoir une éducation. Moi, je n'ai que des études d'école primaire. Et pour ma fille, j'aimerais qu'elle ait des études complètes. Ce qu'ils veulent et ce qu'on leur lègue, c'est l'éducation. À la fin du lycée, je veux continuer mes études, poursuivre des études universitaires parce que je veux aider ma famille. Mais ce que j'aime le plus des cours, c'est la possibilité de pouvoir s'éduquer et de savoir davantage, d'avoir un bon futur devant soi. Moi, j'y parviendrai pour être quelqu'un dans ma vie. Mon éducation, notre futur. On n'a pas de temps à perdre. La crise de l'éducation n'est pas finie. Elle est tout simplement moins visible. Il reste des étudiants qui n'ont pas repris leurs cours en présentiel et des millions ont tant perdu en termes d'apprentissage qui sont à risque d'abandonner leurs études. Dans ce forum, nous prions instamment au gouvernement, aux organismes de coopération internationale et aux citoyens à renouveler leur engagement politique et financier et à mener des actions concrètes tout de suite afin d'éviter une catastrophe générationnelle. Voici les 4 engagements. Numéro 1, de faire en sorte que le rétablissement de l'éducation soit la principale priorité des ordres du jour publics. Deuxièmement, d'intégrer les étudiants qui ont abandonné leurs études et de s'assurer qu'ils y restent. Troisièmement, de récupérer l'apprentissage et d'assurer le bien-être socio-émotionnel des enfants et des jeunes. Et quatrièmement,
d'apprécier, de soutenir et de former les enseignants. Voici les engagements qui font partie du rétablissement de l'éducation, document qui est publié aujourd'hui et que vous pourrez consulter dans sa version complète à travers le code QR que vous voyez à l'écran. Priez de le partager avec tous vos réseaux pour être sûr que nos voix et à travers elles, celles des étudiants, soient entendues partout en Amérique latine et dans les Caraïbes. Le vice-président de la Banque mondiale pour l'Amérique latine et les Caraïbes nous présentera la partie finale de cette section où nous aurons le témoignage des chefs d'État de la région. Carlos Felipe Jaramillo, bonjour. Merci de nous accompagner aujourd'hui pour la présentation de la déclaration des engagements pour la récupération de l'apprentissage en Amérique latine et dans les Caraïbes. La Banque mondiale introduit fortement cet appel parce que nous avons besoin d'une action déterminée et urgente pour pouvoir construire un futur meilleur pour les plus de 170 millions d'élèves de notre région ayant été touchés de diverses manières par les effets de la pandémie. Notre région, l'Amérique latine et des Caraïbes, traverse la plus grave crise éducative du dernier siècle. La pandémie a déclenché une augmentation de la pauvreté et des inégalités et une fermeture des écoles en masse. Cela a eu des conséquences catastrophiques pour les systèmes éducatifs qui étaient déjà en retard, même avant la pandémie. Aujourd'hui, nous empruntons la voie de la récupération et il devient indispensable d'investir à la construction du capital humain. La réponse à cette urgence éducative sans précédent requiert la participation non seulement des gouvernements, mais également du secteur privé, des organisations multilatérales et de toute la société. Voilà pourquoi nous sommes réunis ici aujourd'hui. Merci beaucoup au président Gabriel Boric du Chili, Xiomara Castro du Honduras, Alberto Fernandez de l'Argentine et Guillermo Lasso de l'Équateur. Ils vont maintenant partager avec nous leurs considérations à propos de ce défi. Merci beaucoup, Carlos Felipe. Nous allons maintenant écouter les propos du président du Chili, Gabriel Boric. La pandémie a sans aucun doute été très éprouvante pour les communautés scolaires, au Chili comme partout en Amérique latine. Voilà pourquoi, dans notre pays, nous avons décidé de ne plus continuer avec cette logique des évaluations normalisées qui vise à démontrer des connaissances qui, en fin de compte, ne servent à rien pour les enfants. Notre objectif aujourd'hui est de pouvoir reprendre notre vie en société, de nous retrouver et de prendre en charge l'énorme fossé éducatif qui existait déjà, mais que la pandémie a approfondi. Voilà pourquoi nous avons créé différents dispositifs comme Habilité pour la vie, pour mettre l'accent sur la santé mentale et améliorer l'infrastructure de nos lycées. Nous avons également conçu des programmes pour améliorer la coexistence et que nous devons doter les personnes, les institutions et les communautés de la capacité de réponse dont elles ont besoin pour pouvoir s'épanouir et faire face aux changements économiques et sociaux. Peuple du monde, nous ratifions le principe de la fraternité de Morazán. Cette fraternité doit être un devoir incontournable de nos jours. Dans ce moment historique, nous nous battons pour une éducation meilleure, pour le renforcement de la conscience des peuples. Et je tiens donc à partager une maxime de notre éminence Francisco Morazán, qui dit « La simple éducation populaire est la devise des nations libres, pour détruire les erreurs et préparer le triomphe de la raison et de la liberté. » Merci. Passons maintenant à l'Argentine, où le président Alberto Fernandez nous dit ce qui suit. Le monde est définitivement passé à une étape singulière avec l'avancée de la technologie et la croissance des sciences. Les connaissances sont devenues des richesses pour les sociétés. Les sociétés les plus riches ne sont plus celles qui ont du pétrole, du gaz ou de l'or, mais plutôt celles qui ont été capables de développer les connaissances. Les connaissances définissent l'avenir des sociétés. On peut avoir des ressources minérales sur son territoire, mais sans technologie pour les extraire de manière appropriée, ces ressources minérales valent très peu. Pour conclure,
de nos jours, il est essentiel de faire attention aux connaissances, au premier titre desquelles est l'éducation de base. L'éducation que l'État doit offrir à ses citoyens. En Argentine, l'histoire du développement de l'éducation publique est d'une grande importance. Cela a commencé à partir du 19e siècle avec des hommes comme Sarmiento et Alberdi qui ont vu que l'éducation publique était un mécanisme de progrès social. Par la suite, nous avons été capables de fonder une université ouverte, plurielle. Et dans les années 50, Perón a finalement fait en sorte que les études universitaires puissent être gratuites, ce qui a permis aux fils des ouvriers et des travailleurs d'accéder à une éducation supérieure. Chaque jour, le monde demande de plus en plus d'éducation. Le monde exige de plus en plus de connaissances. Et dans des temps comme ceux que nous avons traversés, avec une pandémie qui nous a obligés à nous séparer, nous isoler, à perdre du temps de vie en société, qui est propre à l'éducation, nous avons vu comment il est nécessaire de redoubler nos efforts à présent. Plus d'éducation et plus de connaissances pour pouvoir mieux nous développer. Un plus grand accès à l'éducation publique permettra à tout un chacun de se développer. Et c'est ça le véritable défi de nos temps, où une pandémie nous a enlevé la vie de millions d'êtres humains. Merci, Président Fernandez. Depuis l'Équateur, le président Guillermo Lasso nous a envoyé le message suivant. Chers amis, voilà presque 3 mois que les étudiants équatoriens ont repris leurs cours présentiels avec une capacité de 100% des classes après 2 ans de pandémie. La magie des rencontres avec leurs collègues de classe et leurs enseignants, les rires, les jeux, la joie d'apprendre étaient les principaux ingrédients de cette rentrée scolaire. Rentrée qui était tant attendue par des millions de jeunes et d'enfants. Tel était le cas, par exemple, de Michelle Chango de l'unité éducative Manuela Cañizares, un prestigieux centre d'enseignance de Quito, ville capitale du pays. Elle, comme 4,5 millions d'enfants et d'adolescents équatoriens, sont en ce moment même en cours. Ils étudient et ils définissent leur avenir sans qu'il soit obligatoire de porter de masque dans des espaces ouverts. Finalement, les restrictions de la pandémie ont été mises de côté, comme un mauvais cauchemar dont bientôt nous n'aurons qu'un mauvais souvenir. Quand j'étais étudiant, j'ai dû travailler pour payer mes dernières années d'école. J'ai dû contribuer au foyer de mes parents. Ces années m'ont profondément impressionné et m'ont permis de comprendre l'importance d'une éducation fondée sur la pratique, la discipline et la responsabilité. Voilà pourquoi je suis indignée face au fait que pendant quelques années avant mon gouvernement, l'Équateur ait fermé 11 556 écoles et lycées, et ce en particulier dans la zone rurale. Nous avons déjà rouvert plus de 100 écoles en à peine 12 mois de gouvernement. Et vers la fin de mon mandat, on aura rouvert au moins 1000 écoles de plus. De surcroît, avec la décision politique et toujours gardant à l'esprit les chers enfants et les jeunes, nous avons augmenté le budget destiné à l'éducation. Pour cette année seulement, nous investissons plus de 150 millions de dollars en infrastructures éducatives. Et nous investirons 650 millions de plus d'ici 2025. Voilà comment nous nous occupons du futur de millions de jeunes. Dans ce même sens, nous sommes conscients de la réalité de notre pays et du fait qu'on ne peut pas apprendre si on n'est pas bien nourri. Voilà pourquoi nous nous sommes proposés de réduire la malnutrition chronique des enfants d'ici 2025 de 7%, pour passer de 29% à 22% dans les enfants de moins de 2 ans. Pour conclure, je tiens à faire un appel à tous les acteurs de la société civile et du secteur public à l'échelle nationale comme internationale.
pour qu'ensemble, nous puissions collaborer tous pour l'éducation. Nous investissons en éducation, mais ce n'est qu'avec le soutien de tous que nous pourrons atteindre des résultats encore meilleurs en moins de temps. Le futur de nos pays et le bien-être de millions de familles en dépend. Merci. Nous remercions tous les dirigeants de leur message. Carlos Felipe, nous revenons à vous. Merci beaucoup, Président Boric, Castro, Fernandez et Lasso. Vous avez mis en exergue des aspects clés qui sont abordés dans la déclaration. Le fait d'affronter cet énorme défi implique que la reprise de l'éducation doit être une priorité dans l'ordre du jour et les programmes politiques de nos pays. Tel que le président Boric l'a bien dit, nous devons prendre en charge l'énorme fossé éducatif qui existait déjà, mais qui a été approfondi par la pandémie. Cela implique également la réintégration de tous les garçons et toutes les fillettes ayant abandonné l'école et de s'assurer qu'ils complètent leurs études. Tel que le président Lasso l'a dit, on ne peut pas avoir d'apprentissage tant que toutes les écoles n'est pas rouvert. Et il faut également considérer d'autres aspects essentiels tels que la malnutrition chronique. Et nous devons augmenter considérablement les investissements en matière d'éducation. Par ailleurs, et je pense que c'est là le principal défi, nous devons récupérer avec urgence l'apprentissage et assurer le bien-être socio-émotionnel des garçons et des fillettes. Et là, je veux souligner quelque chose d'essentiel pour le programme qu'a partagé la présidente Xiomara Castro. En ses propres mots, nous devons analyser les niveaux et les objectifs d'apprentissage à travers la mise en œuvre d'évaluations dans les salles de classe pour pouvoir faire des compétences fondamentales des priorités. Finalement, il est essentiel de valoriser, d'appuyer et de former les enseignants. Tel que le président Fernandez l'a signalé, le monde exige de nous de plus en plus d'éducation et de connaissances. Il s'agit d'un défi qui nous oblige à redoubler nos efforts. Finalement, je tiens à souligner que la crise que nous traversons constitue une opportunité pour reconstruire en mieux et non pas pour essayer de revenir à la situation qui existait avant la pandémie. L'idée de reconstruire en mieux, suite aux ravages de la pandémie, doit s'étayer sur des faits. Aujourd'hui, plus que jamais auparavant, l'éducation en Amérique latine et dans les Caraïbes demande de nous des actions concrètes. Un engagement général des différentes parties prenantes, et ce, non seulement pour nous remettre à la crise dans laquelle nous sommes, mais également pour préparer les générations futures et les munir des outils nécessaires pour qu'elles puissent avoir un meilleur futur et atteindre leur potentiel plein. Merci. Carlos Felipe, merci. Jean Goff, directrice régionale du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF pour Amérique latine et les Caraïbes, nous adresse les remarques finales de ce forum. Bonjour Jen, vous avez la parole. Excellence, distingués chefs d'État de notre région. Nous vous remercions de nous accompagner et de partager vos messages d'engagement envers le rétablissement de l'éducation en Amérique latine et dans les Caraïbes. Nous vous remercions tous de vous être connectés aujourd'hui depuis la région et au-delà. Votre engagement envers les enfants et les adolescents est essentiel maintenant plus que jamais auparavant. Le futur de toute une génération et de toute la région dépendent des actions que nous prendrons aujourd'hui pour rétablir l'apprentissage qui a été perdu pendant la pandémie. 2 ans après l'arrivée de Covid-19, beaucoup de pays ont rouvert leurs écoles. Mais, tel que cela a été averti par les experts aujourd'hui, la crise de l'éducation n'est pas finie. Les garçons, les fillettes et les adolescents en Amérique latine et dans les Caraïbes ont vécu l'une des fermetures d'écoles les plus longues au monde. Il en reste qui n'ont pas repris leurs cours en salle de classe, en particulier les plus vulnérables. Et parmi ceux qui ont repris leurs cours en présentiel, la plupart n'ont pas récupéré tout ce qu'ils auraient dû apprendre pendant cette période. Les pertes sont graves au point où des millions d'entre eux et d'entre elles risquent d'abandonner leurs études.
En outre, il existe beaucoup d'étudiants qui souffrent toujours des troubles soufferts pendant la pandémie, ce qui a un effet sur leur bien-être et sur leur capacité d'apprendre. Et ce ne sont pas peu d'étudiants, mais des millions qui risquent d'être laissés pour compte au cas où des actions urgentes n'étaient pas prises. Dans ce cas, la perte d'apprentissage collective sera nuisible pour l'Amérique latine et pour les Caraïbes pendant des décennies, ce qui augmentera les difficultés et impliquera un plus grand retard pour le développement de la région. Peu de programmes de soutien pour quelques étudiants ne suffiront pas. Pour faire face à la crise de l'éducation, nous devons développer et mettre en place des systèmes de rétablissement de l'éducation à échelle comme jamais auparavant dans la région. Cela inclut les investissements en éducation qui doivent être les plus élevés dans l'histoire d'Amérique latine et dans les Caraïbes. Le défi est vaste, mais tel que cela a été dit, face à cette grande difficulté, il y a un espoir. Il y a un espoir par rapport aux solutions pour accélérer l'apprentissage qui existe dans la région et qui pourrait être adapté et qui pourrait évoluer. Nous avons appris à utiliser les technologies et nous avons appris à mieux en profiter pendant la pandémie. Pendant les garçons, les fillettes, les adolescents et les familles que nous avons entendues aujourd'hui ont l'espoir et sont persuadés que l'éducation est clé pour un meilleur futur. Nous trouvons donc également de l'espoir dans les messages qui sont partagés par les chefs d'État. Nous espérons que cela encouragera d'autres pays à suivre leur exemple. Les garçons, les fillettes et les adolescents en Amérique latine et dans les Caraïbes ne peuvent pas s'en sortir seuls de cette crise. Depuis la Banque mondiale, le dialogue interaméricain, l'UNESCO et l'UNICEF, nous prions instamment à plus de gouvernements pour qu'ils coopèrent à l'international. Et nous voulons encourager toute la citoyenneté à s'engager envers le rétablissement de l'éducation à travers des mesures concrètes. C'est leur éducation et c'est notre avenir. Nous devons investir tout de suite, sans laisser pour compte toute une génération et toute une région. La décision nous appartient. D'ici 10 ou 20 ans, comment voudrions-nous être inscrits dans l'histoire, comme ceux qui ont laissé la plus grande dette pour l'Amérique latine et les Caraïbes au niveau de l'éducation, ou ceux qui ont courageusement parié sur une éducation de qualité? J'ai moi-même grandi dans une zone rurale de l'Honduras et je suis le produit de l'éducation publique. Je ne serais pas là si je n'avais pas été à l'école. Cette région a besoin de plus de personnes préparées et autonomisées, pas moins. Et c'est maintenant le moment pour semer cet avenir au sein de chaque école, dans chaque salle de classe, pour chaque enfant. Merci. Merci beaucoup, Jeanne. Et merci à tous ceux qui ont participé à ce forum pour le rétablissement de l'éducation dans notre région. Cette discussion sera disponible sur les réseaux sociaux de la Banque mondiale, d'UNICEF, de l'UNESCO et du dialogue interaméricain. À bientôt.